Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue ce matin pour notre webinaire dédié à la vaccination Covid-19, avec pour sous-thème enjeux et responsabilités de l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs. Pardon. Je voudrais en premier lieu remercier nos intervenants qui vont être ensuite présentés par Mathieu Hofstetter, qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Bilan. Donc, on a un panel particulièrement intéressant ce matin, mais Mathieu vous en dira quelques mots après. On a choisi de traiter un sujet qui est un sujet d'actualité, qui est celui de la vaccination, qui est un petit peu sur toutes les lèvres et dans tous les titres des journaux, avec un angle naturellement qui est celui de l'économie, qui est celui des entreprises, et de voir quels sont effectivement les enjeux et les responsabilités d'un employeur vis-à-vis de ses collaborateurs dans les campagnes de vaccination. Cédric Fressinet, directeur général pour la Suisse et l'Italie d'ISOS International SOS, prendra la parole juste après moi. Il vous introduira un peu plus en détail le thème qui va être traité ce matin. Pour nous, il s'agit principalement pour la CCI France-Suisse d'apporter auprès de nos membres, auprès de la communauté d'affaires franco-suisse, une information de qualité, mais aussi des pistes de réflexion pour pouvoir faire aussi un petit peu de prospective et de benchmark, de voir ce que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises au regard de ce qui se fait chez d'autres acteurs. Et c'est ce qui va être abordé au cours de l'heure et demie qu'on passe ensemble. Donc, la session va se découper en deux temps. Tout d'abord, des interventions assez courtes de nos trois intervenants, après l'introduction par Mathieu Hofstetter, et puis ensuite une discussion dans laquelle vous avez naturellement toute votre place. Vous avez la possibilité de poser des questions au travers de la chatbox qui est en bas de votre écran. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long des interventions. Et Mathieu Hofstetter les prendra au fur et à mesure de la table ronde virtuelle qui sera animée ensuite. Alors, je l'ai dit, pour la CCI France-Suisse, ça représente une des missions qui est celle d'informer ses membres, plus de 750 entreprises qui sont membres de la Chambre. Les autres missions, ce sont celles de fédérer et de défendre aussi cette communauté de membres, donc d'entreprises françaises implantées en Suisse, mais aussi d'entreprises suisses qui travaillent en proximité avec le marché français, soit parce qu'elles ont une filiale ou éventuellement parce qu'elles ont un flux important vers le marché français. La CCI France-Suisse est une vieille dame de 127 ans, mais une vieille dame très active, avec, je l'ai dit, 750 entreprises membres, plus de 60 rendez-vous opérations digitales ou bientôt présentielles, avec un retour pour les prochains jours avec des formats présentiels. Et puis, c'est également, et ce qui est moins connu, un centre de prestation de services où on accompagne de manière très opérationnelle les entreprises françaises et suisses qui souhaitent s'implanter et se développer sur chacun des deux marchés, avec une large gamme de prestations de services, depuis la première information marché jusqu'à l'implantation clé en main sur le marché cible. Et à ce titre, je voudrais relever deux projets importants, celui des déménagements qui ont été pour une part effectués à Zurich à la fin du mois de mars, avec des capacités d'hébergement pour les entreprises françaises qui ont été augmentées, aussi une meilleure visibilité. Et puis un projet très structurant qu'on est en train de mener à bien ici à Genève, avec l'ouverture d'un nouveau business center qui permettra de mettre à disposition des entreprises 45 places de travail dans un espace dédié à la dynamique franco-suisse, donc 45 places de travail, 6 espaces de réunion, des espaces et des services en commun pour l'ensemble des entreprises, et donc avec pour but de rendre plus facile, plus rapide et parfois plus économique aussi l'accès au marché suisse pour les entreprises françaises. Alors, j'ai parlé du retour au présentiel. Ce sera le cas à Zurich, enfin à Bâle dès demain, à Zurich le 14 et à Genève le 17 juin. Et ce retour au présentiel, il est aussi rendu possible, notamment par la vaccination. Donc, ça fait le lien un petit peu avec notre sujet du jour. Et on a bon espoir de pouvoir assez rapidement, d'ici à la fin de l'été, pouvoir reprendre des événements en plus grand comité, et notamment pour la 127e Assemblée générale qui sera suivie de la 32e édition des Trophées du commerce franco-suisse, qui aura lieu le 1er septembre prochain à Lausanne. Donc voilà en quelques mots pour cette introduction. Vous souhaitez encore une cordiale bienvenue et vous inviter à participer. Je pense que cette session sera d'autant plus intéressante si on a vos inputs, si on a vos remarques, si on a vos questions. Donc utilisez cette chatbox et on se fera le relais, la courroie de transmission pour toutes les questions que vous voudriez voir posées à nos participants. Merci encore pour votre présence et sans plus attendre, je passe le micro et la caméra à Cédric Fressinet, avec lequel on a organisé conjointement cette session
session ce matin et qui est le directeur général pour la Suisse et l'Italie d'International SOS, qui est un groupe international avec des origines françaises qui est très lié au réseau des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. Cédric, c'est à vous. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Et c'est un vrai plaisir d'être avec vous sur cette table ronde et de l'organiser en partenariat avec la CCI France-Suisse. On va parler du sujet de la vaccination de la Covid-19 ou contre la Covid-19. On a tous en tête que la vaccination, c'est en général d'abord un sujet de santé publique qui est sous l'autorité de gouvernement, d'État. Et en fait, chez International SOS, on a reçu au cours des semaines, des mois qui ont passé, des demandes croissantes d'aide, d'entreprises, d'organisations corporate sur ce sujet. Et donc, on a vu au cours des derniers mois un sujet de santé publique, un sujet drivé par des gouvernements, devenir un sujet business critical, stratégique pour les directions générales de nos clients. Il y a un prix Nobel d'économie, Michael Spence, qui a expliqué récemment que, selon son analyse, le retour à la croissance mondiale aura deux drivers principaux. La vitesse du déploiement des vaccins Covid-19, et en particulier dans les pays émergents, et la vitesse du retour au voyage d'affaires partout dans le monde. Donc, on voit bien que la vaccination est au cœur de la compétitivité de nos entreprises, parce qu'elle est au cœur de la résilience de nos forces de travail. Chez International SOS, nous ne sommes pas des scientifiques, nous ne sommes pas des organisations gouvernementales. Nos équipes médicales ont pour métier de traduire les recommandations des scientifiques, les instructions des gouvernements en des stratégies, des plans d'action, des process qui sont actionnables dans l'entreprise, qui sont exploitables tout de suite par l'employeur. Et donc, c'est avec beaucoup d'intérêt. Romain, vous avez parlé de prospective parmi les missions de la CCI France-Suisse. C'est avec beaucoup d'intérêt que je vais écouter la modération de Mathieu Hofstetter et nos panélistes sur un sujet qui est aussi sensible que la vaccination Covid-19, qui nous touche tous, qui touche nos proches, nos familles, et aussi stratégique pour la compétitivité de nos entreprises et la compétitivité de nos États. La compétitivité suisse, on sait, va dépendre de la vaccination Covid. Donc Mathieu, on est tout ouïe à votre modération. Merci beaucoup Cédric, merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir modérer cet événement passionnant et chargé en enjeux, d'énormes enjeux qu'on vit depuis 1 an et demi avec cette crise. Nous, chez Bilan, on a ressenti les prémices vraiment il y a 1 an et demi, puisque dès début janvier 2020, on a des acteurs du luxe avec qui on travaille beaucoup, qui nous ont avertis des premières craintes, des premières tensions, parce qu'eux sont très présents en Chine. Puis au fil des mois, le virus s'est répandu, les contraintes également, l'économie s'est repliée, s'est tassée, et puis énormément d'entreprises ont dû faire face à des contraintes, ont dû réajuster et ont dû parfois gérer des équilibres entre les contraintes sanitaires, les objectifs business qu'il fallait maintenir. Et c'était une pesée d'équilibre. Il n'y a pas que le Conseil fédéral en Suisse qui avait cette pesée d'intérêt à faire. C'était également le cas pour les entreprises. Les enjeux, l'ensemble des entrepreneurs les vivent depuis 1 an et demi. Des tensions entre ces règles sanitaires et ces besoins de continuer le business. Mais on pourrait se dire, maintenant qu'on voit le bout du tunnel avec la campagne de vaccination qui augmente, j'entendais encore ce matin qu'aujourd'hui, 20% de la population suisse est vaccinée, a reçu les 2 doses.
est-ce que les questionnements pour les entreprises sont dépassés? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces tensions entre les règlements sanitaires et la relance du business? Mais en fait, non, en fait, ces questions sont plus que jamais présentes. On va s'en rendre compte avec nos différents experts, nos intervenants. On va se poser la question de comment composer avec les contraintes actuelles, quelles sont les obligations des employeurs, quelles sont les limites de leur action également. Ça pose de nombreuses questions, des questionnements sur le plan légal, sur le plan réglementaire, sur le plan opérationnel et même des questions éthiques également. On va aborder tout ça avec nos trois experts. Donc, on va avoir en premier lieu maître Olivier Dunant, avocat au sein de l'étude Evershed Sutherland. On va également avoir le docteur Philippe Guibert, directeur médical régional et consulting santé chez International SOS. Et on aura également Cédric Morigui, Global Head of Security and Business Resilience chez Lafarge-Holcim. Donc, chacun va nous faire une petite présentation. Après, on aura un échange un petit peu plus sous forme de débat. Et j'invite chacune et chacun des personnes qui nous suivent en ligne à poser des questions. N'hésitez pas, et puis je les relayerai, et puis on demandera à nos experts d'y répondre de la manière la plus pratique possible. En tout premier lieu, je donne la parole à Olivier Dunant. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me réjouis de notre échange interactif. Comme le premier élément sur la page suivante, je propose de présenter le cadre et les lois qui s'appliquent concernant l'obligation ou non de vaccination est important dans la mesure où un des éléments clés, c'est vraiment d'avoir une base égale. Donc, j'ai cherché dans les différentes lois ce qui pouvait servir de base à une obligation éventuelle de vaccination. On trouve dans un premier temps dans le Code des obligations des notions qui sont générales selon lesquelles l'employeur manifeste les égards voulus pour la santé du travailleur et il prend pour protéger la santé du travailleur des mesures commandées par l'expérience. Mais c'est aussi un travail en équipe. L'employé est aussi tenu de seconder l'employeur dans toutes les mesures qui ont été mises en œuvre. Donc, l'employé a l'obligation de respecter les mesures mises en place par l'employeur. C'est une disposition qu'on trouve dans la loi sur le travail. On a ensuite une loi sur les épidémies qui existe depuis des années, puis une ordonnance COVID situation particulière qui décline les mesures à prendre par les employeurs. Sur la page suivante, on trouve la publication de l'Office fédéral de la santé publique. L'Office fédéral de la santé publique met en œuvre l'adage selon lequel un dessin vaut plus que 1000 mots. Pour donner quelques éléments, j'aimerais attirer votre attention sur les deux derniers points de cette page selon lequel, pour les personnes vaccinées, la quarantaine est supprimée. Donc ici, c'est un argument qui devrait convaincre vos collaborateurs de faire le pas, de passer à la vaccination pour éviter une quarantaine. Et le grand changement pour cette semaine, en vigueur depuis le 31 mai, l'assouplissement de l'obligation de travailler à domicile que j'ai détaillé sur la page suivante. En termes de home office, on était dans une situation de télétravail obligatoire depuis le 18 janvier 2021 et nouveauté depuis cette semaine, le télétravail n'est plus obligatoire mais recommandé. En pratique, ça ne change pas énormément dans la mesure où le télétravail n'est plus obligatoire que pour les entreprises qui effectuent des tests répétés dans le cadre de stratégies de test de la Confédération et qui sont appliqués dans un programme de dépistage cantonal. Mais de tels programmes n'existent pas dans tous les cantons. C'est donc difficile pour l'employeur de mettre en œuvre une stratégie de test qui permette de renoncer au télétravail. Sur la page suivante, pour ceux qui souhaiteraient avoir une référence, j'ai mentionné le texte de l'ordonnance COVID-19 situation particulière qui, à l'article 3 bis, mentionne dans quel cas justement la libération de l'obligation de télétravail à domicile peut avoir lieu. Sur la page suivante, on se pose la question de savoir si l'employeur peut rendre la vaccination obligatoire ou non. Donc, le principe, c'est que l'employeur ne peut pas imposer
ni un test, ni la vaccination à ses collaborateurs, malgré le fait que cette vaccination et le testing soient recommandés par les autorités. Dans certains cas particuliers, on peut avoir des cas dans lesquels l'employeur peut obliger une vaccination. 3 conditions sont nécessaires. Il faut une base légale, et ici, c'est un point qui est débuté de savoir si les dispositions qu'on a vues précédemment dans le Code des obligations, dans la loi sur le travail, dans la loi sur les épidémies sont suffisantes. Dans la loi sur les épidémies, on prévoit que les cantons peuvent déclarer obligatoire les vaccinations, et donc on doit vérifier dans chaque canton si une loi formelle rend la vaccination obligatoire. Il faut ensuite un intérêt public. Ici, l'intérêt public est de protéger la santé des collaborateurs et de l'ensemble de la population. Et on doit respecter également le principe de proportionnalité. Il faut que la vaccination soit le meilleur moyen de protéger la santé des collaborateurs et de la population, et que d'autres mesures moins incisives ne permettent pas d'atteindre le même but. Et donc, ces obligations de vaccination se rencontrent en particulier dans les hôpitaux où, en vue de protéger les patients, le personnel soignant peut être tenu de se faire vacciner. Si certains collaborateurs ne souhaitent pas se faire vacciner, ils doivent dans ce cas-là être affectés à d'autres tâches. Le dernier point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que lorsque tout un système est mis en place en vue de protéger la santé des collaborateurs et de la population, si certains collaborateurs ne jouaient pas le jeu, l'employeur pourrait prendre des mesures de sanctions envers ses collaborateurs. Ici, je prends un exemple extrême. Si un collaborateur, sachant qu'il est atteint du Covid, se rend sciemment sur son lieu de travail et contamine certains de ses collègues, dans ce cas-là, l'employeur peut prendre des sanctions. Ces mesures pourraient être une résiliation, pourrait aller jusqu'à une résiliation de son contrat de travail. Donc, j'en ai terminé. Je repasse la parole à Mathieu Hofstetter. Merci beaucoup, Olivier. Et maintenant, je passe la parole au docteur Philippe Guibert pour International SOS. Je vous remercie, Mathieu. Ravi d'être avec vous sur cette session. J'irai droit au but. De quoi parle-t-on? Évidemment, l'objectif de cette discussion est sur le rôle des employeurs vis-à-vis de la vaccination, mais de quoi parle-t-on en termes de vaccination? Slide suivante. Où en est-on d'un point de vue global? Un programme absolument inédit de vaccination qui touche la majorité des pays dans le monde, comme vous le voyez, avec des inégalités qui persistent et qui perdureront à l'avenir, puisque tous les pays ne sont pas équipés de la même manière pour avoir accès au vaccin. Et à ce jour, eh bien, on a quasiment atteint les 2 milliards de doses distribuées de par cette planète, avec un rythme d'à peu près 30 à 35 millions de doses inoculées quotidiennement. Donc, un effort absolument massif qui est en train de porter ses fruits, puisqu'on le voit dans les pays dans lesquels le niveau de vaccination a dépassé les 40% à peu près. Eh bien, on observe de manière évidente une diminution non seulement de les hospitalisations, mais également des décès. Alors, ce qui est important de comprendre des dernières données récentes de la vaccination, c'est premièrement, comme on le sait, la vaccination a pour objectif principal d'éviter les formes graves de la maladie d'une personne qui est vaccinée. Et on découvre que cette vaccination réduit également les infections asymptomatiques et participe à diminuer la transmission. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet altruiste de la vaccination. Une personne vaccinée participe à diminuer la propagation du virus autour d'elle. Donc, ça, c'est l'effet bénéfique que l'on découvre et que l'on peut objectiver. Deuxième élément, le profil de sécurité de ces vaccins est suffisamment établi pour que, désormais, la vaccination puisse être proposée non seulement aux enfants, mais également aux femmes enceintes, avec également des combinaisons inédites entre plusieurs vaccins qui prouvent que ces vaccins, entre eux, peuvent se potentialiser et participer à assurer une couverture vaccinale lorsqu'une dose est disponible par rapport à une autre. Et puis, troisième élément, ce qui est assez intéressant pour compléter ce que l'on voit sur cette carte, eh bien, la production locale de vaccins est entamée. Vous avez des pays dans lesquels des accords ont été signés pour produire localement les vaccins utilisés aujourd'hui. Il y en a une quinzaine qui sont approuvés dans des pays tels que le Chili, l'Afrique du Sud ou le Bangladesh. Donc ça participera certainement à diminuer autant que faire se peut l'inégalité que l'on observe sur cette carte en termes d'accessibilité aux vaccins.
Sur la slide suivante, on va comprendre l'intérêt de la vaccination vis-à-vis des variants. Sujet du jour, pandémie de variants au sein de la pandémie, donc une crise au sein de la crise. Comprendre que ces variants, certes, sont majoritairement plus contagieux. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est des phénomènes qu'on a observés en Inde. C'est peut-être ce qu'on est en train d'observer au Royaume-Uni actuellement, où quasiment 75% des cas sont liés à ce fameux variant Delta, puisque c'est la nouvelle dénomination proposée par l'Organisation mondiale de la santé. Mais également, l'enjeu de ces variants, c'est le fait qu'ils puissent diminuer la réponse immunitaire, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit acquise grâce à la vaccination, d'une manière qui varie d'un variant à un autre. Alors, on le voit avec le variant alpha, qui était le variant identifié au Royaume-Uni, le variant anglais, eh bien, la vaccination a conservé l'ensemble de son efficacité. Ce n'est pas le cas pour les autres variants où la vaccination perd un peu de son efficacité. Le message que je veux vous communiquer est que la vaccination fonctionne sur l'ensemble de ces variants aujourd'hui. Même si on observe des diminutions de quelques pourcentages d'un variant à un autre, d'une manière générale, les vaccins sont efficaces contre les variants. C'est extrêmement important puisqu'il y a énormément de messages qui circulent et qui tentent à, je dirais, discréditer l'efficacité de la vaccination vis-à-vis de ces souches qui circulent. Diapositive suivante. Quand on regarde le rôle de l'entreprise vis-à-vis de la vaccination aujourd'hui, eh bien, notre rôle d'observateur chez International SOS est de constater qu'il y a aujourd'hui plusieurs modèles qui s'offrent aux entreprises en termes d'accès aux vaccins. En tout cas, le rôle de l'entreprise pour faciliter, d'une manière ou d'une autre, l'accès à la vaccination pour leurs collaborateurs. Si je commence par le point numéro 1, en effet, dans certains pays, pour l'exemple de la France, mais c'est peut-être le cas dans d'autres pays comme on le voit, eh bien, tout simplement, la vaccination, le programme de vaccination s'étend sur le lieu de travail grâce aux services médicaux de l'entreprise, que ce soit la médecine du travail ou les médecins dédiés, le Medico Competente en Italie, que sais-je. Donc, c'est une expansion du programme national auquel bénéficient les entreprises et elles peuvent déployer ses propres vaccinations sur le lieu de travail. Ça peut être autre option, l'acquisition des vaccins pour l'entreprise. Différents mécanismes. En Pologne, l'achat, on le voit, un autre exemple qui n'est pas mentionné ici, aux Philippines, où les entreprises peuvent participer à un consortium avec l'État, en tripartite avec les fournisseurs de vaccins, pour mettre à disposition les vaccins auprès de leurs collaborateurs. Et puis, on peut avoir un système qui est un peu différent, où dans ce cas-là, ce sont les équipes mobiles de vaccination qui peuvent se rendre sur le lieu de travail, c'est le cas de l'Inde en particulier, où ce programme se déploie sur le lieu de travail avec des équipes qui sont dédiées à la vaccination des collaborateurs d'entreprises qui ont signé pour ce mécanisme. Alors, passons à la diapositive suivante. Dans ce cas-là, quel peut être l'intérêt de l'entreprise de promouvoir des vaccinations? Évidemment, premièrement, cette situation de confiance. On le note, les études le montrent, les employés ont de plus en plus confiance dans leurs employeurs sur toutes les questions de santé, y compris la vaccination. Donc, ce rôle légitime de l'entreprise vis-à-vis de la promotion d'actions de santé, y compris la vaccination contre le Covid, elle est comprise, elle est attendue de la part des collaborateurs. Donc, le rôle de l'entreprise, tout simplement, ça peut être d'aider les employés à se forger une conviction. En aucun cas de forcer les gens à se faire vacciner, ni d'avoir accès à l'information, je pense qu'on en discutera par la suite, mais tout simplement en partageant de manière la plus factuelle, objective possible, eh bien, les informations qui permettent à tout à chacun de comprendre l'importance de la vaccination d'un point de vue individuel, mais également d'un point de vue collectif. C'est aussi de faciliter, autant que faire se peut, l'accès le plus pratique et opérationnel possible à la vaccination, en offrant un niveau de commodité ou de gratuité à la vaccination qui permettent aux collaborateurs de ne pas avoir de possibilité de s'exonérer de la vaccination s'ils le souhaitent et de tout faire en sorte que, d'un point de vue pratique, ils puissent s'absenter de l'heure de travail, avoir accès à l'information, être à proximité du centre ou faciliter la vaccination directement sur le lieu de travail. Donc, des mesures existent pour faciliter cet accès à la vaccination. Alors, pour terminer, avant qu'on ouvre le débat, je vous invite à passer à la diapositive suivante. Notre rôle chez International SOS, comme il faisait référence Cédric Freycinet, est évidemment non seulement de permettre aux entreprises d'avoir de l'information sur la réalité de ces programmes de vaccination, mais surtout de comprendre quelles sont les fenêtres d'opportunité qui s'offrent à elles, telles que je les ai présentées auparavant, en termes d'accès à la vaccination pour leurs propres collaborateurs, quel peut être leur rôle, et de les aider à définir leur stratégie, les plans opérationnels, l'organisation de la vaccination de la manière la plus pratique possible, c'est-à-dire avoir des équipes dédiées qui puissent faciliter ou coordonner la vaccination des employés dans les pays dans lesquels ceci est possible. Et l'expérience, c'est bien ce nombre de pays, cette liste
grandit et s'accroît de jour en jour. Donc, de manière très pratique, l'accompagnement se fait sur l'information, le monitoring des déploiements des programmes, mais également la vaccination des collaborateurs quand ceci est possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. On va passer à la dernière présentation par Cédric Morigui pour Lafarge-Holcim. Cédric, à toi la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci pour ces introductions très intéressantes. Le but de ma présentation aujourd'hui, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de mots, il y a plutôt des images. C'est en fait comment est-ce qu'on peut essayer de simplifier, comment est-ce qu'on peut essayer de transmettre à nos interlocuteurs, à savoir dans le cas de la vaccination et dans le cas du Covid, principalement nos employés et leurs familles, nos partenaires commerciaux, nos communautés et notre EXCO, la problématique du Covid et qu'est-ce qui s'attend d'une fonction de sûreté centrale, fonction de sûreté et de résilience. Prochaine page, s'il vous plaît. Je vais vous demander de passer quelques secondes à regarder cette image. Si vous regardez bien cette image, votre œil naturellement sera attiré par le fond. Il y a une lumière. Pour certaines personnes, cette lumière donne l'impression que c'est la fin du tunnel. Ce qui me va très bien dans cette situation actuelle, parce que c'est une belle analogie. Nous avons de la lumière au fond, nous n'avons qu'une envie, c'est de commencer à y courir. Prochaine image. Si vous regardez bien maintenant en bas à droite de votre écran, vous verrez que en fait, cette lumière a identifié un autre élément, un gros chat, appelons ça un jaguar, un puma. Et si je vous demande de mettre la prochaine slide n'est rien d'autre que la première slide que vous avez vue. Et si vous regardez de nouveau en bas à droite, vous voyez l'animal maintenant. Et je peux vous garantir qu'à chaque fois que vous verrez cette image, en noir et blanc, vous identifierez l'animal. Pourquoi est-ce que je mets ces slides à disposition? Parce qu'en fin de compte, la sûreté mondiale, la résilience, ASOS en l'occurrence, ou même Olivier Dunant en tant qu'avocat, sont là pour nous donner une vision du danger, une vision de la menace, une vision du risque avec des solutions. Par contre, quand il s'agit d'être sur le terrain, quand il s'agit d'être vous face à vos décisions, c'est cette vision-là, ces instruments-là, vous devez les avoir vous-même. On ne sera pas toujours à côté de vous pour vous permettre de traverser la forêt en toute sécurité. Par contre, dès le moment où vous apprenez à mettre des lens, des images, des lunettes différentes pour observer l'environnement, c'est là en fait que vous devenez votre propre défenseur et que vous mettez en position de prendre des décisions factuelles et des décisions ponctuelles. Prochaine slide, s'il vous plaît. J'aime bien présenter ces slides parce que premièrement, ça sort du tram-tram quotidien de juste des deaths par PowerPoint, comme j'appelle ça en français, qui sont juste des bullet points. Et j'aime bien les images parce qu'en fait, dans ces images, ça donne une vision très, très claire de ce que les gens pensent qu'on fait, de ce que les gens pensent qu'on est, mais qu'en fin de compte, ce qu'on fait effectivement en tant qu'entreprise, et je pense que là, je peux aussi parler au nom d'ASOS, dans le sens que les étrangers pensent qu'on est des super hombos. Ma famille, surtout ma maman, pense que je suis James Bond. Mes amis, mes collègues pensent nous sommes juste des gardes à s'endormir ou des gens qui dilapident l'argent. Le gouvernement pense qu'on espionne. Nous, on espère penser qu'on est un peu la A-team, qu'on est là à en fait essayer de sauver le monde. Mais en fin de compte, le rôle de notre fonction, le rôle d'une fonction centrale, le rôle d'une entreprise quand il s'agit de la réponse au Covid, c'est en fin de compte de gérer le risque. Et quand on a un risque, il faut savoir si on va le tolérer, le terminer, le transférer ou le traiter. On peut résumer, si vous voulez, toute la problématique actuelle de la fonction de sûreté et de résilience. Je rapporte au General Counsel, donc on travaille très étroitement avec le département légal. En fin de compte, on est tous là en train de se dire, OK, il y a un risque, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va le traiter? Par contre, vous observerez aussi sur cette slide qu'il n'y a pas de diversité. Et ce problème de diversité, dans mon monde, en tout cas, c'est un problème marqué parce qu'il nous manque la diversité. Et la meilleure manière de gérer le risque, c'est en fait d'avoir une multitude de diversités, une multitude de pensées, d'origine. Prochaine slide, s'il vous plaît. Encore des dessins, désolé, mais c'est pour introduire le sujet. En haut à gauche, que voyez-vous? Un lapin ou un canard? Il y a des gens qui vont voir un lapin, des gens qui vont voir un canard. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la nature, il n'y a pas un animal qui ressemble à un lapin et à un canard en même temps. C'est ou l'un ou l'autre.
Pourquoi cette image, ainsi que l'image, la fameuse image de la vieille dame par rapport à la jeune femme? Parce qu'en fin de compte, en tant que responsable d'entreprise, quand on parle avec nos collaborateurs, il faut qu'on soit très clair sur ce qu'on va leur demander, ce qu'on va leur demander de faire. Et il faut qu'on soit très clair aussi de leurs attentes et de leur compréhension. Parce que si on leur dit, vous avez vu le lapin, chassez le lapin, puis qu'en fin de compte, dans leur tête, ils voient un canard, ils courent après le canard, on s'en sort pas beaucoup. S'ils nous disent qu'ils ont peur du canard, puis qu'on leur présente un lapin, en fin de compte, on n'amène pas grand-chose. Donc, en fin de compte, ce qui est très important, est ce qu'on a vu dans la gestion de la crise au niveau mondial, nous, on la gère depuis maintenant, depuis janvier, le 3 janvier de l'année dernière, parce qu'on a 15 000 employés plus ou moins à Wuhan. Juste pour vous mettre dans le contexte, c'est 2500 opérations, 150 000 staff et contracteurs, c'est plus de 70 pays d'opération. En fin de compte, cette clarité, cette communication constante, s'assurer que tout le monde comprenne la direction dans laquelle on va est absolument importante. L'image du haut, pourquoi est-ce que je mets l'image du haut? Parce que l'image du haut, en fait, représente ce jeu de foire qu'ils appellent en anglais le whack-a-mole. En fait, c'est un jeu super nul, mais super drôle. Vous imaginez avoir un bâton sur les mains, puis il y a il y a un petit monstre qui sort, et puis le seul exercice que vous faites, c'est de taper sur ce petit monstre le plus vite possible. Et en fin de compte, c'est la raison pour laquelle je mets cette image, c'est qu'en fait, cette image explique ce qu'il ne faut pas faire au niveau stratégie réponse Covid. Et je pense qu'aussi bien à SOS qu'Olivier, on parlait du fait de la planification. Parce que si vous commencez à gérer le cas quand il arrive en entreprise, seulement quand il arrive en entreprise, c'est déjà trop tard, vous avez perdu la bataille. Donc en fin de compte, il faut prendre la distance, prendre du recul. Pourquoi est-ce que je mets le gardien de but? Parce qu'en fin de compte, le gardien de but explique une chose, à mon avis, assez simple, c'est que la fonction de sûreté, la fonction légale, la fonction health and safety ne sont rien d'autre que le gardien de but de l'entreprise. Les attaquants, les défenseurs, en fait, c'est nos employés. C'est eux qui sont au front. C'est à eux de faire attention. C'est à eux d'apprendre aussi à marquer des buts. Et en fin de compte, nous, en tant que gardien de but, si on joue vraiment bien les règles, on peut leur apprendre pas seulement comment défendre notre but, mais on peut aussi leur apprendre comment eux défendent mieux notre but, respectivement attaquer même d'une certaine manière, de manière plus efficace, pour pouvoir atteindre le but de l'adversaire. Donc, en fin de compte, je ne dis pas que le gardien de but est la personne la plus importante. Je dis juste que le Covid et la vaccination sont un problème d'entreprise, sont un problème de chacun, parce que nous ne voulons pas dans nos lignes avoir des personnes qui ont des visions complètement différentes. Et si elles l'ont, il faut absolument qu'on travaille ensemble pour éviter des incidents d'entreprise. Ce qui m'amène ensuite aux deux derniers dessins, les plasters et Dr. Jekyll and Mr. Hyde. On parle de France-Suisse. On est d'accord qu'il y a une grande similarité entre la Suisse romande et la France. Je pense qu'il y a une dissimilarité ou une moindre similarité entre la Suisse allemande et la France. Imaginez maintenant au niveau national. Vous imaginez la réponse du Covid, de la vaccination. On parlait avant, Dominique parlait SOS nous parlait de plus ou moins 15 ou 20 vaccins. Je crois que c'est Philippe, il nous disait 15 ou 20. Donc ça fait 15 sparadraps pour une même maladie. Donc maintenant, vous imaginez ces 15 sparadraps pour le même mot. Ben, je vais vous donner un exemple tout bête. Un jour, je me suis bloqué le dos aux Bahamas. Je me suis bloqué le dos en Suisse et je me suis bloqué le dos en Asie. Aux Bahamas, c'est des antibiotiques, c'est de la testostérone, c'est des trucs extrêmement puissants en Amérique. En Suisse, c'est paracétamol, physiothérapeute, paracétamol. Et vous allez en Asie, c'est de l'acupuncture. Même mot de dos. En fin de compte, la question de base, c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux des 15 vaccins? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que les autres? Eh bien, une grande partie de notre travail en tant que responsable de la gestion de la réponse à la COVID, c'est d'expliquer la différence entre les vaccins. C'est d'expliquer la différence entre l'un et l'autre. C'est d'expliquer pourquoi, par exemple, on ne tolère pas le tourisme médical, en tout cas pas financé par l'entreprise. C'est d'expliquer pourquoi on travaille main en main avec le gouvernement et on n'impose pas aux gouvernements locaux des approches différentes. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dernier dessin, c'est tout simplement pour dire que dans l'entreprise, il y aura toujours des gens qui vont essayer de flouer les règles. Il y a toujours malheureusement, on a 2 à 4% de criminels, ça c'est institutionnel. Avec ce qu'on appelle maintenant la criminalité of need, on passe à plus ou moins 10%. C'est des gens qui n'ont pas le choix, c'est des gens qui n'ont pas d'autre alternative que d'essayer de devenir des criminels pour gagner de l'argent. Et ces gens vont prendre des shortcuts. Je ne dis pas que c'est forcément vos employés. Je dis que par exemple, pour des entités comme la nôtre, ça peut être des contracteurs qui sont malades et qui, de peur, comme ils sont payés par l'heure, de peur de ne pas être payés, vont quand même venir travailler et risquent à ce moment-là de transmettre le virus à tout. En gros, je vais m'arrêter là, Mathieu, parce que je pense qu'avec ces quelques images, j'ai introduit la problématique de la vaccination, à savoir de quoi parle-t-on,
comment en parler à nos employés et surtout comment identifier les courts-circuits que certains employés peuvent prendre ou certains de nos partenaires peuvent prendre qui peuvent en fait complètement déstabiliser notre réponse. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous trois pour vos présentations. On a posé le cadre, on a expliqué un petit peu les enjeux en termes de santé, en termes de vaccination, en termes légal et juridique, et puis les enjeux pour une entreprise dans l'opérationnel. On a déjà une série de questions, donc on va s'appuyer sur les premières, notamment la question d'une participante. Est-ce que l'employeur doit activement promouvoir le plan de vaccination de la Confédération auprès de ses collaborateurs? Alors là, justement, ça rejoint cette tension qu'on a entre le respect de la vie privée et puis le besoin pour une entreprise de reprendre ses activités. Olivier, vous me disiez, on a souvent des questions d'employeurs qui aimeraient savoir ce qu'il est possible de faire pour protéger la santé des collaborateurs, que ce soit dans la phase qu'on a connue pendant un an ou dans la phase actuelle maintenant avec le vaccin. Il y a toujours cette question entre la protection des données, la privacy, et puis le consentement des collaborateurs. La question se posait notamment dans la phase précédente avec le scan de température des collaborateurs. Du coup, se pose cette question aujourd'hui. Il y a cette tension entre le respect des choix privés et individuels. La vaccination relève d'un choix privé et individuel, et puis la nécessité de protéger l'ensemble des équipes. Et c'est une tension qui est forte pour la vaccination. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, c'est une question intéressante. Et effectivement, il y a une tension entre le respect de la vie privée des collaborateurs et l'intérêt de la collectivité. Pour répondre spécifiquement à la question qui a été posée sur le Q&R, l'employeur doit promouvoir la stratégie de vaccination de la Confédération. La réponse se trouve à l'article 328, alinéa 2 du Code des obligations. La loi mentionne que pour protéger la santé des collaborateurs, l'employeur doit prendre toutes les mesures qui sont commandées par la technique, par l'expérience applicables en état de la technique. Donc ici, l'employeur doit se fier à la majorité des scientifiques et l'employeur ne pourrait pas dire « Ah non, mais moi je suis convaincu que le cataplasme c'est préférable à la vaccination. Je ne vais pas du tout recommander à mes collaborateurs de se faire vacciner. » Et ensuite, concrètement au sein de l'entreprise, l'employeur doit aussi tenir compte de la situation particulière de chacun de ses collaborateurs. Si on imagine que dans une entreprise, il est nécessaire que quelqu'un se rende à la poste pour vider la case postale, si l'employeur a le choix, un collaborateur et une personne à risque à protéger ne peut pas se faire vacciner. Une autre collaboratrice est jeune, en bonne santé et n'a pas de difficulté. Il faudra demander à la personne qui a le moins de risque d'aller relever la case postale. Parfait, merci beaucoup. On a aussi pas mal de questions qui arrivent sur les déplacements. Alors justement, aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure, Philippe, la question du redémarrage de l'économie est aussi liée à la reprise des déplacements, qu'ils soient nationaux ou internationaux. On a une question qui nous demande pourquoi beaucoup de pays réclament un test PCR de moins de 72 heures, bien qu'on soit parfois déjà vacciné. La question se pose sur l'efficacité, nous dit ce participant, mais justement, comment est-ce qu'on peut conjuguer les différentes mesures de précaution qu'on va prendre pour protéger à la fois la santé de ses propres collaborateurs et éviter de propager le virus dans d'autres cercles? Merci Mathieu. Alors, je ne peux pas répondre à la place des États puisque certains ont en effet des attitudes extrêmement conservatrices et ça se comprend aujourd'hui. Il faut bien comprendre que cette vaccination, ça fait 6 mois que ces programmes ont commencé. Alors certes, on a des succès, on a des pays qui commencent à atteindre des niveaux intéressants de vaccination, mais on est encore très loin d'un niveau de protection collectif qui permettra de relâcher les mesures de manière très large. On le voit aujourd'hui, les pays qui ont commencé à relâcher certaines mesures de restriction se posent la question de savoir si ce n'était pas trop tôt, malgré le fait que les citoyens aient été vaccinés. Donc, cette décision, elle apporte aux États, évidemment. Et ce qui me semble important dans cette question, c'est de comprendre que
comme cela a été évoqué, la vaccination va faire partie de l'information nécessaire pour reprendre une mobilité, qu'elle soit domestique, dans les grands pays, d'un État, d'une province à une autre, ou à l'international. Vous l'avez compris, hein, les passes ou les certificats de vaccination, les certificats Covid-19, qui sont probablement la meilleure dénomination que l'on puisse avoir de ces outils, vont permettre de pouvoir témoigner lorsqu'on franchit une frontière, mais également lorsqu'on souhaite participer à un événement ou à un congrès, une conférence, de pouvoir témoigner d'un niveau d'immunité, soit conféré grâce à la vaccination, soit acquis naturellement à travers la maladie, soit tout simplement en démontrant un test négatif qui fait que la personne qui le démontre n'est pas à risque pour les autres. Donc aujourd'hui, évidemment, la vaccination va rentrer au cœur de la stratégie des États et des organisations internationales dans la reprise de la mobilité grâce à ces passes. Donc évidemment, comme il fait référence Cédric Ferricinet, la reprise de l'activité et de la mobilité telle qu'elle est attendue passera par l'accès à la vaccination pour pouvoir démontrer qu'on puisse franchir les frontières. Merci. Alors justement, on parle de franchissement de frontières. On va rester sur cette thématique. On a une autre question d'une personne qui nous dit « Nous avons une salariée de 30 ans, célibataire, en pleine forme, frontalière France-Suisse. Est-elle obligée de se faire vacciner? A-t-elle un intérêt absolu à titre personnel ou professionnel ?» Alors là, la question est ouverte. Philippe ou Olivier ou même Cédric, est-ce que l'un de vous souhaite se prononcer sur ce cas très particulier? Je veux bien apporter une approche d'entreprise. Je ne vois pas du tout la particularité de ce cas, personnellement. Je crois que, justement, il faut faire très, très attention de rentrer cas par cas. Un individu de 30 ans en bonne santé, qui est-ce qu'il a dit? Si ça vient du chef de la sûreté, ça ne sert à pas grand-chose. Si ça vient d'un docteur professionnel, peut-être. Mais il y a aussi pas mal de personnes en bonne santé qu'on connaît dans notre entreprise qui ont fini en hôpital. Maintenant, il y a un dilemme, et j'aime beaucoup quand on parle de voyages internationaux, parce que beaucoup de gens pensent que le virus s'arrête à la frontière, ce qui n'est pas le cas. Hein. Le virus, lui, techniquement, il s'en fiche du passeport, il s'en fiche de la zone géographique. Donc, pour moi, une personne qui me dit « Ah, mais j'habite en France », on a eu des cas. Hein. J'habite dans le pays X et je vais rentrer dans le pays Y. À dans mon pays, il n'y a pas beaucoup de cas, ou il y en a beaucoup, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, pour moi, d'un point de vue non médical, si on pense qu'en tant qu'entreprise, la vaccination est le bon chemin, si on pense comme dans certains pays, il y a le concept de ce qu'ils appellent no job, no jab, no jab, no job. Donc, si vous ne vous faites pas vacciner, vous n'aurez plus de travail. Si on pense qu'effectivement, les deux éléments de sortie de la crise sont, un, la vaccination et deux, la reprise de l'économie, à savoir les voyages internationaux, pour moi, un individu doit se faire vacciner pour des questions de protection, non pas forcément de lui-même, mais aussi d'autrui, et relance l'économie. Personnellement, j'étais contre les vaccins il y a une année en arrière. Je ne me suis jamais fait vacciner, mis à part les vaccins d'enfance. Ben, après lecture, et non pas lecture de Facebook, mais après lecture scientifique, après discussion avec des experts, je me suis rendu compte que c'était indispensable. Donc, en gros, pour moi, la réponse est d'un point de vue éthique, d'un point de vue commercial, d'un point de vue d'entreprise, une personne doit se faire vacciner indépendamment de son lieu géographique, surtout qu'en fin de compte, elle exposerait ses collègues, et non pas elle-même, pas seulement elle-même, mais ses collègues à sa famille, potentiellement au Covid. Je ne sais pas, Philippe, d'un point de vue médical, si vous avez autre chose à rajouter. Ah non, mais Cédric, je suis absolument convaincu, évidemment. Tout l'enjeu de la vaccination, il est double. C'est à la fois le bénéfice individuel, éviter que cette personne, pour une raison ou pour une autre, puisse avoir une forme sévère de la maladie, être hospitalisée, transférée en soins intensifs, voire éventuellement décédée. On a des jeunes pour qui c'est arrivé. Mais surtout d'un point de vue collectif. Aujourd'hui, tout l'enjeu de la vaccination, c'est de croire que parce que quelques personnes sont vaccinées, eh bien, on peut lever l'ensemble des mesures de restriction, on peut reprendre la mobilité telle qu'elle était auparavant. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Donc, il faut comprendre qu'il va falloir atteindre un niveau de protection conférée par non seulement la maladie, ceux qui ont déjà été malades, mais également par la vaccination pour tous les autres, suffisamment important, ce qu'on appelle le concept d'immunité de groupe, qui est encore assez vague, disons-le, mais on sait que lorsque ce seuil sera franchi, eh bien, on pourra reprendre une certaine normalité. Donc, je pense que tout l'enjeu de ce sujet, c'est de faire passer ces messages les plus objectifs, factuels, académiques, rationnels possibles à tout le monde. Alors, on y participe, nous, International SOS, en tant que médecins, en admettant ce que l'on sait et en admettant ce que l'on ne sait pas également. Il y a encore énormément de zones d'ombre, mais pour permettre à chacun de s'approprier le sujet et de considérer, comme
Cédric l'a fait, de dire finalement, il y a peut-être un intérêt à titre personnel ou collectif, ou les deux, à se faire vacciner. Merci beaucoup. On parle de vaccin, il y a aussi d'autres éléments, Philippe l'évoquait à l'instant. Il y a l'immunité que confère le fait d'avoir été contaminé malheureusement par ce virus. Voilà, aujourd'hui, la littérature scientifique valide ce fait qu'il y a un délai pendant lequel on est immunisé. Et puis, il y a aussi la question pour les collaborateurs qui se déplacent des tests PCR ou tests antigéniques également dans certains cas. Philippe, justement, on imagine que les grandes entreprises ont des outils ou des dispositifs pour prévoir des tests, mais comment recourir à ces outils et comment mettre en place ces dispositifs quand on est une plus petite entreprise, qui rejoint une question qui nous a été posée. Un employé qui ne veut pas se faire vacciner et qui doit voyager professionnellement, est-ce à l'employeur de payer les tests PCR? Alors là, ça va être une question peut-être plutôt pour Olivier aussi. Donc, je vous laisse évoquer les aspects. Donc, quel dispositif et puis dans quel cas l'entreprise peut être mise à contribution pour ce cas de figure? Alors, sur les aspects juridiques d'un employé qui refuse de se faire vacciner, ici, les conséquences pour le collaborateur qui refuse de se faire vacciner dépendent de savoir si la vaccination est nécessaire pour son travail. Si on prend le cas d'un voyageur de commerce qui doit voyager, qui doit aller rendre visite à des clients dans d'autres pays, là, de mon point de vue, l'employeur pourrait imposer la vaccination et sinon, les tests PCR seront à la charge du collaborateur. Par contre, si on prend un autre métier, si quelqu'un est influenceur sur les réseaux sociaux qui travaille sur Internet, dans ce cas-là, l'employeur ne pourrait pas obliger de vaccination parce que pour un influenceur qui travaille depuis chez lui, une vaccination n'est pas indispensable. Peut-être pour compléter sur la première partie de la question, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être une multinationale pour avoir un plan, aussi simple soit-il, pour organiser et comprendre comment les collaborateurs qui le souhaitent puissent avoir accès aux tests sur le lieu de travail ou avant de se rendre avant de voyager. Je pense, pour moi, le véritable enjeu, il est plus en termes de suivi des obligations et des contraintes ou du cadre dans lequel la reprise des activités sur un lieu de travail doit s'effectuer, quelles sont les contraintes, quelles sont les règles en termes de tests et comment tout simplement l'organiser. Alors, à la taille d'une PME, voilà, c'est définir un simple plan de reprise des activités ou tout simplement de remettre à jour le plan qui a déjà dû être écrit il y a quelques mois en intégrant cette notion de test et en définissant quels sont les tests qui sont appropriés, quelles sont les règles lorsqu'une personne teste positive ou négative. Donc, il n'y a pas énormément, je dirais, d'ingénierie derrière. Alors, évidemment, nous, International SOS, on définit ce genre de plan, on peut participer, mais le véritable enjeu, c'est surtout de suivre l'actualité, les contraintes qui s'exercent auprès de l'entreprise sur la réalisation de ces tests, sachant qu'à l'international, les choses sont très claires, c'est discipliné par les États, donc c'est vraiment compiler ces données pour pouvoir les utiliser le moment venu. Et Mathieu, si je peux me permettre, je crois qu'il y a une fausse vision que la multinationale a beaucoup plus de facilité à faire les choses que les PME ou les petites entreprises. Il y a des fois, certes, plus de liquidité, mais il y a aussi beaucoup plus de complexité. Il est beaucoup plus difficile de gérer, de prendre des décisions de groupe avec 150 000 employés et contracteurs opérant dans 70, donc 70 pays, plus en temps non Covid, 70 à 80 pays de voyage, en addition des 70, avec les différences culturelles, les différences religieuses, les différences personnelles. Je vois dans ma famille, entre mes cousins, mes parents qui ont leur propre bureau d'architecte plutôt que leur propre café, leur propre étude d'avocat. En fin de compte, tu t'assois avec tes employés puis tu discutes. Vous êtes une dizaine, une quinzaine, vous pouvez trouver un compromis. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé un compromis, essayé de trouver un compromis entre 150 et 200 personnes ou même 400 personnes dans un quartier général, c'est très difficile. Donc, je ne pense pas que la petite entreprise est moins bien lotie. Je dirais même que d'expérience, ayant rejoint maintenant Lafarge Holcim depuis 3 ans et Lafarge Holcim étant décentralisée,
C'est une holding décentralisée avec 70 pays d'opération, donc chacun des pays est indépendant, mais les directives. Lafarge Holcim est beaucoup plus forte et beaucoup plus efficace dans la gestion de la crise que des gros groupes qui sont en fait complètement centralisés et qui dictent leurs décisions centrales au pays. Et c'est le concept des plasters. Le plaster européen, il ne va pas en Asie et il ne va pas aux États-Unis. Donc, en gros, pour moi, la conclusion, c'est les petites entreprises, jusqu'à 100, 200, 300 personnes, 500 personnes, ce n'est pas un gros problème. Vous avez, à mon avis, à disposition et vous avez une capacité d'être agile beaucoup plus grande que la nôtre. Et vous avez aussi peut-être, vous avez l'impression d'avoir moins de support, mais je peux vous dire que dans nos entités, on a aussi plein de petites entreprises, des PME qui nous aident et qu'on aide. Ils arrivent à avoir accès à certaines choses de manière beaucoup plus rapide qu'eux. Et ça se passe uniquement et grâce à la discussion avec les employés. Merci beaucoup pour cette précision, Cédric. Alors justement, on évoquait tout à l'heure l'implantation de Lafarge Holcim en Chine, dans les provinces où le virus est apparu. Aujourd'hui, au-delà du virus, il y a aussi la multiplicité qu'on évoquait tout à l'heure des solutions vaccinales, avec une quinzaine, vingtaine de vaccins qui sont globalement sur le marché. Il y en a assez. Le panel est plus réduit par pays. En Europe, on en a 4 ou 5 qui sont proposés. Mais pour des collaborateurs ou pour des sous-traitants, des fournisseurs, la question se pose de quel vaccin aussi. Olivier, quand on préparait ce webinaire, on évoquait le libre choix d'un État d'admettre certains vaccins et d'en refuser d'autres. Voilà, du coup, c'est pas évident que certains vaccins permettent aux collaborateurs de voyager dans différents pays. Comment on doit faire face à ces défis? Est-ce qu'un collaborateur, un sous-traitant vacciné avec Sinopharm ou Sputnik doit être informé de ces contraintes et quels sont les recours que lui ou que l'entreprise peut envisager en cas de blocage ou d'impossibilité? Ouais, effectivement, c'est une question difficile. On voit toutes sortes de vaccins différents. Chaque État est souverain et donc, en vue de protéger sa population, autorise certains vaccins ou pas. En Suisse, il y a 3 vaccins qui sont autorisés. Ce sont Pfizer, Moderna et Janssen. Pour Janssen, la Confédération n'a pas encore commandé ce vaccin-là. Et ensuite, les collaborateurs qui se trouvent en Suisse ont tout intérêt à se faire vacciner. Ils auront dans ce cas-là un vaccin Pfizer et Moderna. Le collaborateur qui choisirait d'aller se faire vacciner avec Sputnik ou un autre vaccin à l'étranger court le risque de ne pas pouvoir voyager si ces vaccins ne sont pas reconnus dans d'autres pays. Et si le fait de ne pas pouvoir voyager rend son activité impossible, il pourrait encourir le risque d'être même licencié s'il ne peut pas effectuer son travail comme l'employeur attend qu'il le fasse. Donc, je pense que c'est important pour les employeurs de recommander des vaccins qui sont autorisés dans les pays dans lesquels les collaborateurs sont appelés à voyager. Merci beaucoup. Philippe, peut-être, ou Cédric, il y a peut-être quelques éléments pour compléter. Vous savez, il y a la loi des grands nombres. Hein. La Chine, c'est 1,3 milliard de personnes. La Suisse, c'est 7 millions. Je ne pense pas qu'en Suisse, on ait besoin en même temps de 20 types de vaccins différents. Je pense qu'en Chine, avec 3 vaccins de base, ils n'arrivent pas à vacciner leur population. Si on prend la grande Europe, on est à 740 millions. Si on prend la communauté européenne, on est plus ou moins à 450 millions. La loi des chiffres, il faut faire très attention quand on regarde ces statistiques et quand on parle au pays, parce que les nombres qui sont derrière sont complètement différents. Il y a un article qui est sorti dans Le Monde il n'y a pas longtemps, dans l'Economist, qui parlait de la politisation et la diplomatie du vaccin. Et en fait, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je ne sais pas si c'est bien, et là je laisserai Philippe nous dire si c'est bien d'avoir 5, 10, 15 vaccins différents. Ça aurait été peut-être mieux d'unir les efforts que d'en avoir qu'un seul. Par contre, il ne faut pas sous-estimer, quand nous lisons les journaux, les guerres politiques derrière la vaccination. Je doute que d'un point de vue politique, les Américains commencent à acheter du Sputnik et je doute que les Russes commencent à acheter de l'américain. Par contre, si vous écoutez les scientifiques américains et les scientifiques russes,
ou des gens qui sont honnêtes ou qui sont, si vous voulez, non biaisés, ils ont une vision complètement différente. Donc, en gros, et je passerai à Philippe le point suivant, personnellement, en tant qu'entreprise, il faut faire très attention de mettre le drapeau et l'intérêt économique d'un pays et politique d'un pays dans l'analyse du oui ou non si le vaccin peut fonctionner. Il faut avoir une approche très, très scientifique. On a des employés en Russie, on a des employés en Chine, on ne va pas importer l'AstraZeneca juste pour faire plaisir à l'employé ou parce qu'on pense que l'Européen est plus intelligent que l'Américain. Philippe? Absolument, c'est d'autant plus que ce n'est pas autorisé, quoi. C'est vraiment, les États ont encore des prérogatives régaliennes majeures sur leur programme de vaccination, justement parce qu'on n'est qu'au début, soyons honnêtes. Et comme on le voit, je faisais référence tout à l'heure, le nombre de pays qui permettent à des entreprises de commencer de mettre en place des programmes de vaccination spécifiques est très faible dans le monde. Pourquoi? Parce que tout est contrôlé et donc il n'y a pas libre champ à qui que ce soit, importeurs privés, entreprises, grossistes, d'importer des vaccins qui ne sont pas approuvés dans un État sur ce même territoire. Donc pour l'instant, extrêmement, extrêmement contrôlé. Alors peut-être qu'à terme, j'imagine que les choses vont certainement s'ouvrir. On le voit avec les approbations, hein, le vaccin Sinopharm qui est en cours d'approbation auprès de l'Agence européenne du médicament, donc qui démontre le fait que finalement on a besoin de beaucoup de vaccins. On ne peut pas mettre nos œufs dans un même panier vaccinal, on a besoin de plusieurs vaccins avec des modes d'efficacité différents, tout simplement parce que confronté à cette situation des variants, on serait bien avisé d'avoir plusieurs lignes stratégiques pour répondre à l'évolution de ces variants dans le futur. Et surtout parce qu'on n'est pas en présence d'un vaccin qui est 100% efficace, comme c'est le cas par exemple pour la fièvre jaune, l'efficacité est absolument de 100%. Dans ce cas-là, on peut se contenter d'avoir un seul vaccin pour l'ensemble de la planète. Ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le Covid. Donc aujourd'hui, avoir cette stratégie de laisser grandir les vaccins les plus efficaces, quitte à les conserver avec des doses supplémentaires dans les années qui viennent pour répondre à l'évolution de cette crise qui passera de pandémie à peut-être endémie et jusqu'à la fin de cette crise, et bien d'avoir plusieurs vaccins, c'est certainement la stratégie la plus appropriée à ce jour. Merci beaucoup. On est toujours sur cette tension entre reprise, précaution. On évoque les différents vaccins, on évoque les différentes mesures, mais derrière tout ça, il y a aussi des stratégies d'entreprise, il y a des façons de piloter le navire. Cédric, quand on préparait ce webinaire, on a évoqué le CEO de Lafarge Holcim qui a eu une idée, pas une invention, mais il a eu une vision. Et il a dit, voilà, on va avoir une gestion health, cash, cost. La santé, le cash et les coûts, dans cet ordre. Donc, il a oublié les autres métriques, les autres indicateurs. Et puis, son motto, c'était on va sauver des vies. Et puis, voilà, aujourd'hui, on voit que l'entreprise commence à sortir de la crise que l'économie traverse. Mais on parle là d'une mentalité particulière, d'un état d'esprit. Est-ce que ça, face à l'improbable, comme la pandémie est survenue, ou en tout cas au peu probable, pas improbable, parce qu'on va s'imaginer que ce n'était pas envisageable, mais ça l'était. Est-ce qu'on peut avoir cette mentalité? Est-ce qu'elle peut s'acquérir ou est-ce que c'est quelque chose qui est inné? Je crois que c'est une combinaison des deux. En général, tu ne deviens pas CEO d'une entreprise aussi grande que la nôtre, mais aussi de CEO de petite entreprise. Ce n'est pas une personne à idée, ce n'est pas une personne qui aime résoudre les problèmes. Après, il y a les gens qui les résolvent de manière plus ou moins complexe. Et comme disait Churchill, excusez-moi de ne pas avoir écrit une note plus courte, j'ai pas eu le temps, donc ma note est très longue. En fin de compte, l'écriture d'un long papier est beaucoup plus facile que l'écriture d'une synthèse. Notre CIO, après plus ou moins 3 semaines de gestion de crise, on avait des appels de 3 fois par semaine. Tout d'un coup, il a dit, à partir de maintenant, on va gérer la compagnie, on va sauver des vies et on va sauver le cash, on va préserver le cash. Et pour préserver le cash, il faut réduire les coûts. Et en fait, ce n'est pas qu'il a annulé les autres indicateurs, il a tout simplement passé tous les autres indicateurs à des niveaux inférieurs. De manière à ce que l'être humain, dans nos sociétés, dans notre terrain, nos pays, on puisse se focuser sur ces 3 éléments de base, health, cash, cost. Mais dans le health, il n'y avait pas que la santé. Le stream qu'on gère, il y a à l'intérieur, on est 15 départements.
Donc, j'ai la santé et sécurité, on a la sûreté, on a compliance, legal, communication, external affairs, etc. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu, et je vais faire référence au dessin que j'ai derrière moi, on est convaincu que la gestion de la crise, elle ne se fait pas en silo. Ce n'est pas des ponts qu'on fait juste. En fait, c'est une sorte de réponse d'ADN, où et c'est ce que j'ai sur ma gauche, toutes les fonctions entre elles doivent travailler ensemble. Et en fait, le CIO, en faisant ce qu'il a fait, qui à mon avis a été une idée, la bonne idée au bon moment, nous a permis en fait de créer des ponts entre toutes les fonctions, de créer cet ADN où chacun d'entre nous avait simplement ces 3 éléments à atteindre. Et ces 3 éléments ont travaillé ensemble. Parce que tu ne peux pas réduire les coûts, tu ne peux pas augmenter ton cash ou stabiliser ton cash sans réduire tes coûts. Et si tes employés sont malades, tu n'arrives à rien de toute manière. Donc en fin de compte, c'est tout combiné ensemble. L'autre chose pour lancer aussi le pont aux 2 autres, je crois que après 20 ans de gestion de crise, j'ai trouvé que les médecins en général et les ingénieurs ont une capacité assez extraordinaire de gérer la crise. Les ingénieurs sont des problem solvers. Et les médecins, en fait, ils sont extraordinaires dans la gestion de l'urgence, où ils arrivent à prendre des décisions de triage. Et un médecin qui, en plus, a travaillé dans le mode urgentiste, arrive très facilement à définir la prioritisation. Donc, en gros, Mathieu, pour moi, notre CIO, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi en l'espace de quelques secondes à prioriser ou donner une priorité très claire à nos 70 navires au niveau mondial, en sachant que chacun de ces 70 navires ont eux-mêmes 15, 20, 30 navires dessous. Et il leur a dit l'horizon est health, cash and cost, no discussion. Vous rapportez à propos de ça toutes les semaines. C'est pas grand différent. J'en discutais avec un voisin qui, lui, a une entreprise, une boulangerie. Et en fait, il a fait la même chose. Il en a pris 2, lui, c'était health and cash. Mais c'est la même logique. Donc, en fin de compte, ça ne s'applique pas qu'aux multinationales. Ça s'applique aux gens qui savent prioriser, savent prendre des décisions et savent les communiquer. Merci beaucoup. Philippe, peut-être un complément sur ces éléments d'apprendre à prioriser les objectifs dans ce genre de période de crise. Alors, d'abord, je suis flatté des commentaires de Cédric sur le corps médical. Je vous rassure, je ne suis pas urgentiste, je suis médecin de santé publique, donc je ne me sens pas concerné. Mais par contre, d'expérience, je dirais, en complémentaire de ce qu'a dit Cédric, et je souscris complètement, c'est que ceci aussi vient avec le temps et vient avec l'expérience. C'est-à-dire que dans notre rôle international c'est d'accompagner des entreprises, on a vu que les entreprises qui avaient commencé à travailler sur ce sujet, on va dire depuis la crise du SARS, puis ensuite ont révisité leur plan avec la pandémie H1N1 il y a 10 ans, puis ensuite ont dû remettre à jour certaines parties du plan parce qu'ils étaient exposés à Ebola en Afrique, Zika en Amérique latine. Eh bien, ces entreprises qui avaient déjà cette mentalité, cet état d'esprit, cette agilité nécessaire pour répondre à une crise sanitaire affectant une seule chose, leurs collaborateurs, et donc mettant en péril leur business, eh bien, ont été un peu plus promptes à réagir à la crise et surtout, exactement comme ça a été fait chez Lafarge Holcim, de passer d'un niveau de cellule de crise à un niveau de fonctionnement quasiment, certes dégradé, mais relativement normal, assez rapidement. Il y a quasiment 1 an, certaines des entreprises ont cessé de fonctionner avec les cellules de crise quotidiennes, pluriquotidiennes, en disant c'est la nouvelle normalité, il va falloir vivre avec, on peut intégrer tout ce qu'on a appris et on va vivre avec ces plans. Donc, je pense fondamentalement que c'est une question d'entraînement. On est tous dans ce marathon, et il y en a qui étaient un peu plus préparés que d'autres avec les entraînements des crises précédentes. Donc, servons-nous de celle-ci pour se préparer à celle qui pourrait survenir par la suite. Et Mathieu, si je peux me permettre, j'aurais dû mentionner aussi Olivier et le monde d'avocats, parce qu'en fin de compte, si je lis ce que Philippe et Olivier ont dit, ou de ce qu'on disait, c'est qu'en fait, l'émotion, quand une personne a trop d'émotions et pense trop émotivement, elle n'arrive pas à prendre les décisions. Et on n'aurait pas pu conduire la crise de la réponse Covid sans le côté extrêmement pragmatique et non émotionnel, mais ce n'est pas une critique, de l'avocat. Et quand je parlais de l'urgentiste ou du médecin, c'est qu'ils arrivent à se détacher de cette émotion humaine, parce que malheureusement, ils savent que dans leur monde, il y a des décès. Et dans le monde de l'avocat, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas beaucoup de zones. J'aime pas trop cette loi parce qu'elle n'est pas très claire. Donc, elle dit quelque chose ou elle ne le dit pas. Olivier, peut-être une réaction à cette perche que tend Cédric. Oui, volontiers. Alors, effectivement, je pense que c'est une déformation professionnelle et les avocats sont attachés au respect de la loi
et la loi n'est pas négociable. Mais lorsqu'on pose des questions à des juristes, la réponse est souvent ça dépend, et on doit quand même adapter, la réponse aux circonstances, et en particulier concernant les mesures à prendre par l'employeur en matière de Covid. Ça dépendra à chaque fois des circonstances, et les employeurs doivent être attentifs à prendre des mesures qui puissent être acceptées par les collaborateurs. Certains voient le droit du travail comme un sport de combat, et ce n'est pas du tout mon point de vue. Je pense que le droit du travail s'assimile plus au mariage. Le collaborateur et l'employeur sont mariés pendant un certain nombre d'années. Ils ont tout intérêt à avoir une cohabitation qui soit harmonieuse. Et donc, l'employeur, comme le roi dans Le Petit Prince, devrait prendre des mesures dont il sait qu'elles sont acceptables pour ses collaborateurs. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va rester sur cette thématique du droit, puisqu'on a une question qui nous arrive extrêmement précise, un cas concret qui risque peut-être de se produire si ce n'est pas déjà produit. Une entreprise qui lance une campagne de communication, de promotion pour sensibiliser ses collaborateurs à se faire vacciner avec les différentes solutions dont on dispose actuellement. Par la suite, si l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre de ces employés subit des effets négatifs du vaccin, est-ce que cette personne peut se retourner contre l'employeur, ou, si on va plus loin, si elle doit s'absenter à cause des effets secondaires du vaccin, est-ce que le manager peut se poser la question d'une sanction, et quelle est la réponse que peut adapter l'entreprise par rapport à ces effets secondaires? Alors ici, une responsabilité de l'employeur dans le cas qui est décrit me semble peu probable. D'une part, si l'employeur suit les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en encourageant ses collaborateurs à se faire vacciner, je ne pense pas qu'il aura de responsabilité. Ensuite, dans la règle, la décision de vaccination appartient à l'employé. L'employeur, dans la règle, ne peut pas obliger des collaborateurs à se faire vacciner, sauf dans des cas très limités, par exemple du personnel d'un hôpital. Et donc, je vois mal qu'un employeur puisse être responsable. Donc, dans les conditions générales de la responsabilité, il faut un acte illicite. Et pour l'employeur d'encourager ses collaborateurs à suivre les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique, ça n'a rien d'illicite. Donc, au contraire, il suit le point de vue des autorités. Je vois mal qu'un employeur puisse être responsable dans ce cas-là. Parfait, merci beaucoup. Justement, en fait, on va rester sur quelque chose d'extrêmement précis. On a une question sur comment l'entreprise peut-elle imposer. Alors, on a bien compris qu'elle ne peut pas l'imposer, elle peut recommander une injection de vaccin. Et la personne dit, alors que ces traitements sont encore en test jusqu'en 2023. Alors, je ne connais pas la source de cette personne, mais a priori, elles ont été approuvées par les autorités de santé. Donc, il n'y a pas de cas de figure où un collaborateur pourrait se retourner contre l'employeur qui aurait fait la promotion de la vaccination en disant oui, mais la vaccination, la phase de test des vaccins a été trop rapide, on n'avait pas le recul nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, je pense. D'un point de vue médical, si je puis me permettre, je ne comprends pas cette notion de test, je veux le dire très clairement. Aucun des vaccins qui nous sont proposés aujourd'hui ne sont en phase de test. Les tests, ce qu'on appelle les phases de développement des vaccins, phase 1, phase 2, phase 3, qui sont terminées pour les vaccins en cours et qui ont obtenu des autorisations de mise à disposition sur le marché d'autorités indépendantes. En Europe, c'est l'Agence européenne des médicaments, vous avez l'équivalent en Suisse, vous l'avez aux États-Unis, qui ont soit conféré des autorisations d'urgence pour pouvoir, dès fin décembre, mettre à disposition des vaccins dans leur territoire respectif. Et ces autorisations d'urgence ont été converties progressivement en autorisations complètes de fonctionnement. Et ce, dans le cadre du cadre statutaire de l'Organisation mondiale de la santé, qui, de son côté, également reconnaît les vaccins. Donc,
Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une situation de test, on n'est pas du tout dans une situation d'avoir développé des vaccins trop rapidement. Voilà, je me permets une boutade, on est capable faire voler des hélicoptères sur Mars. Pourquoi ne serait-on pas capable de développer des vaccins extrêmement efficaces en moins d'1 an, alors que la technologie existe, elle existe depuis 15 ans. Donc ça, c'est un autre, on peut en parler très longtemps. Donc je pense que le message important, et encore une fois, Cédric y fait référence, c'est de donner des éléments factuels, tangibles, adaptés culturellement. On ne présente pas les vaccins de la même manière en Asie, en Europe ou en Amérique latine, donc adapter culturellement les messages pour que les gens comprennent qu'aujourd'hui, le profil de sécurité et d'efficacité des vaccins est le meilleur que l'on puisse obtenir à ce jour. Je disais tout à l'heure, on a déjà 2 milliards de doses qui ont été données. Ça donne un peu de recul sur l'efficacité et le profil de sécurité de ces vaccins. Si je peux me permettre, le concept d'éducation de l'employé est clé. On a fait une quinzaine peut-être pas une quinzaine, on a peut-être fait 6, 8 webinaires avec ASOS, où on a fait venir un des collègues de Philippe, où en fin de compte, ce collègue a été tout simplement là pour présenter ce qu'il savait sur la vaccination et de répondre aux questions de tous nos employés, tous ceux qui voulaient se connecter. On a permis aussi à leur famille de se rejoindre. On a fait ça aussi. Pourquoi je disais 15 avant? Parce qu'après, on a fait des séminaires en interne, sans la présence de médecins, mais avec nos avocats, avec nos juristes, avec nos HR pour expliquer les différences aux employés. Par contre, je ne veux pas faire peur aux gens, mais il y a un certain point, si la société, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, impose la vaccination pour obtenir un travail, je ne parle pas de la société, l'entreprise, je parle de la société. Il existe déjà des entreprises à l'heure actuelle qui travaillent dans la viande, qui travaillent dans le leisure, dans tout ce qui est tourisme. Il y a des restaurants qui commencent à New York, à Hong Kong, qui disent si vous n'êtes pas vacciné, vous ne rentrez pas chez moi. Et en fin de compte, on peut être en accord ou en désaccord avec eux, mais l'employeur a aussi, et je ne dis pas que je suis en faveur, pas du tout, mais l'employeur a aussi le droit de dire à un certain point, si les gens ne sont pas vaccinés, s'ils ne parlent pas l'anglais, s'ils ne savent pas écrire, s'ils ne connaissent pas les mathématiques, s'ils ne sont pas, comme c'est le cas déjà maintenant dans certains pays d'Afrique, si je n'ai pas des vaccins spécifiques dans certains pays, ce n'est même pas l'entreprise qui va me refuser, c'est le pays d'arrivée qui me refuse l'entrée. Et là, je ne vais pas pouvoir faire de test sur le yellow fever. Si je n'ai pas été vacciné contre certaines maladies, je ne peux pas rentrer. Donc, je crois qu'il faut faire, avant de juste rentrer dans la logique de dire non, ça ne m'intéresse pas, comme j'avais fait il y a une année en arrière, je crois que c'est très important que chacun se pose bien la question de comprendre les pros et les cons de se faire vacciner. Mais faites-le de manière intelligente, parce que ce que je vois sur Facebook, en me disant que le vaccin est plein de petits détecteurs pour que Bill Gates et les Américains voient ce que je suis en train de faire, ouais, il faut être quand même sensible et raisonnable. Merci beaucoup, Cédric. Alors justement, on va rester sur cette question de la vaccination et on va aborder une catégorie de collaborateurs et collaboratrices qui ne peuvent parfois pas être vaccinés. On a évoqué notamment le cas des femmes enceintes, des personnes avec des pathologies respiratoires où il y a une contre-indication médicale pour la vaccination. Comment est-ce qu'on fait pour protéger ces collaborateurs-là en attendant qu'on ait l'immunité de groupe, et puis comment une entreprise peut jongler avec ces différents cas de figure, l'incitation à la vaccination pour la plupart de ses collaborateurs? Est-ce qu'il faut communiquer sur les cas particuliers de personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, ou est-ce que ce dialogue doit rester à l'échelle des collaborateurs entre eux qui doivent expliquer leur cas particulier? Comment est-ce qu'on doit réagir? Comment est-ce qu'un chef d'entreprise ou un cadre doit agir dans ce cas de figure? Je veux bien commencer de l'aspect entreprise, puis après je vous laisse Philippe et Olivier l'aspect légal. Nous avons imposé à nos 70 pays ce qu'on appelle un vaccination program, indépendamment du fait que le pays avait ou non accès à du vaccin privé ou public. On leur a imposé justement la création de ce document qui devait spécifiquement répondre à ces questions. Parce que la vaccination, c'est une chose, mais l'accès à la vaccination, c'est une autre, et la gestion du temps entre le moment où le premier est vacciné et le dernier est vacciné, qu'on a herd immunity, etc., doit aussi être gérée. Ce n'est pas parce qu'on a une personne vaccinée que c'est bon, on peut dire on a réglé le problème. Dans la catégorie qu'on a créée, on a 3 types de personnes. On a ceux qui veulent se faire vacciner, mais qui ne peuvent pas encore. On a ceux qui ne peuvent pas, même s'ils le veulent. Puis il y a ceux qui ne veulent pas. En tant qu'entreprise, on a une obligation de diversité et d'inclusion. Mais c'est une obligation pas forcément morale.
C'est un devoir pour pouvoir permettre à l'entreprise de devenir encore plus forte. Et dans la diversification, il y a aussi des gens qui ne pourront, pour des raisons X, Y, ne peuvent pas se faire vacciner. Et comme tu disais, Mathieu, tu as la personne allergique, tu as la personne enceinte, tu as la personne qui ne peut pas pour des raisons médicales, qui sont des raisons scientifiques qu'on ne peut pas discuter. Eh ben, tous nos pays ont dû réfléchir très clairement sur comment on allait protéger ces gens tout en leur permettant de continuer leur carrière. Parce qu'on ne peut pas, c'est comme dire une personne qui est en chaise roulante ou une personne qui est aveugle, est-ce qu'on va automatiquement leur fermer les portes? C'est faux. La question dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les protéger? Donc, on a certaines de nos opérations qui ont créé des locker rooms, des endroits pour changer différents. On a certaines personnes qui se sont auto-déclarées. On a demandé, au même titre que quelqu'un peut être allergique à la poussière plutôt qu'à certains autres éléments, on leur a demandé de venir, de nous informer. Et avec eux, on trouve ou des changements de shift, ou des repositionnements en entreprise, ou d'autres activités qu'ils peuvent faire, ou tout simplement, on va essayer de les mettre au fur et à mesure avec des personnes qui ont déjà été vaccinées. En conclusion, ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'entreprise, avant de juger, on a aussi, au même titre que je ne dois pas juger les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on a l'obligation de comprendre. C'est ce concept de panthère que je vous ai montré de Puma. On doit essayer de comprendre ce qui se passe. On doit comprendre pourquoi la personne ne peut pas ou ne veut pas. Et certaines personnes qui ne veulent pas, on peut essayer de leur apporter les bonnes informations pour se faire vacciner, mais celles qui ne peuvent pas et qui ne pourront pas, on ne va pas tout simplement les licencier. Ça, ce serait moralement complètement faux. Donc, comment est-ce qu'on va travailler avec elles et les autres pour les protéger au mieux? Je ne sais pas, Philippe, Olivier? Je vais reprendre d'un point de vue médical un commentaire. La raison pour laquelle une personne ne souhaite pas se faire vacciner, raison médicale, normalement ne doit pas être reconnue de la part de son employeur. Ça dépend uniquement du dialogue qu'elle peut avoir avec son médecin d'entreprise, la médecine du travail, de définir pour quelles conditions elle n'est pas éligible, peut-être de changer son attitude, parce que, comme vous y faisiez référence, maintenant les femmes enceintes peuvent être vaccinées dans certains pays, donc on a ce niveau de confidence qui vient d'être obtenu. Donc, c'est vraiment un dialogue entre l'employé qui se pose ces questions et son médecin, et ensuite, au service de médecine du travail, il doit revenir vers l'employeur en disant il va falloir trouver des mesures, des adaptations, comme il faisait référence Cédric, pour faire en sorte que ces personnes qui ne sont pas encore vaccinées puissent être protégées. A fortiori, renforcer le message sur les autres collaborateurs en disant vous ne le savez peut-être pas, mais autour de vous, certains d'entre nous ne peuvent pas être vaccinés. Donc, voilà, faites jouer de votre responsabilité individuelle et collective pour participer à la prévention de la circulation des virus si vous vous faites vacciner vous-même et protéger indirectement ces collaborateurs qui, à ce jour, ne le peuvent pas. Merci Philippe. Olivier, éventuellement un complément où tout a été dit. Alors, on a encore une question extrêmement concrète. Les entreprises qui disposent d'assurance perte de gain collective peuvent-elles faire appel à leur assureur pour mettre en place des campagnes de vaccination en mettant des case managers, des médecins pour venir sur le site et parler aux employés? Alors, je pense que c'est plus la personne évoque davantage une campagne de sensibilisation que de vaccination au sein de l'entreprise, ou alors il faudra qu'elle nous précise ça. Et est-ce que ces groupes d'assurance sont responsables de mettre en place ce type de service? Alors, je n'ai pas connaissance que des assureurs qui couvrent l'assurance maladie, perte de gain, mettent en place des programmes de sensibilisation, mais ça serait dans leur intérêt, effectivement, si une campagne de sensibilisation permet de limiter ensuite le nombre de cas de maladie, ça serait dans leur intérêt et ça vaut la peine d'aborder la question avec l'assureur maladie, perte de gain de l'employeur. Alors, la personne nous précise que c'est les deux, donc à la fois sensibilisation et la vaccination elle-même. Je n'ai pas connaissance de campagne de vaccination au sein des entreprises, mais peut-être que je n'ai pas une vision assez globale. On a bientôt, non, il nous reste quelques minutes et quelques questions encore. Alors, je balaye parce qu'il y en a qui arrivent encore maintenant. Je vous remercie toutes et tous pour votre intérêt pour le sujet. Alors, il y a certaines auxquelles on a déjà répondu dernièrement. Alors, une question un peu plus large, peut-être Philippe. Pourquoi est-ce qu'après une année et demie de crise, la stratégie de sortie de cette pandémie est seulement basée sur la vaccination
et pas sur un traitement? Est-ce que là, on a un éclairage médical pour expliquer pourquoi aujourd'hui le vaccin est vu comme l'alpha et l'oméga de la réponse, en tout cas collective, même s'il y a les mesures de précaution, la distanciation, le masque, le lavage des mains, mais est-ce que voilà, le vaccin est la seule issue de long terme? Alors, tout simplement parce que quand on traite, c'est que c'est trop tard, déjà. La personne est malade et on sait qu'on n'a pas de traitement extrêmement efficace. Il n'y a pas eu de révolution thérapeutique liée au Covid. Donc aujourd'hui, l'arsenal des médecins est assez limité. Donc, traiter, c'est trop tard. Donc, la seule option en matière de prévention, c'est l'ensemble des mesures qui ont déjà été mises en œuvre. On les connaît très bien. On a cette analogie du fromage suisse que vous connaissez très bien, avec les différentes couches de protection qui commencent par les protections individuelles, le comportement, le lavage des mains, le port du masque, les protections collectives, la distanciation physique, la ventilation, et vient s'ajouter la vaccination. Donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces mesures qui sont les plus efficaces. Et on n'en dispose pas d'autres. La meilleure solution serait en effet d'avoir un vaccin qui est efficace à 100%, avec le moins d'effets secondaires possible, et qui permettrait de contenir et d'étouffer cette pandémie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est l'ensemble de ces mesures combinées qui font qu'on mettra un terme collectivement à la circulation du virus lié à cette pandémie. Merci. On a encore une autre question qui vient d'arriver. Alors, ça peut nous renvoyer à un tweet que j'ai vu passer d'Emmanuel Macron il y a quelques heures. Vacciné, disait-il. Tant mieux, je me réjouis pour lui. On a quelqu'un qui nous demande, je constate que les employés qui se font vacciner l'annoncent facilement, donc comme le président de la République française. Est-ce que cela ne risque pas de créer des tensions dans les équipes? Est-ce que les entreprises ne devraient pas interdire aux employés d'en parler? Est-ce que l'un de vous se sent de répondre à cette question? Alors, volontiers pour un premier avis, je laisserai Cédric et Philippe compléter. De mon point de vue, le rôle de l'employeur est clairement d'encourager la vaccination. Si certains collaborateurs sont satisfaits d'en parler et tenter de convaincre d'autres personnes de se faire vacciner, je trouve que c'est favorable. Je vois mal qu'un employeur interdise à des collaborateurs d'annoncer qu'ils se sont fait vacciner. Donc, d'un côté, on nous demande si potentiellement on ne pourrait pas interdire que les gens disent qu'ils ont été vaccinés, mais de l'autre, si on demande aux gens de se faire vacciner, on dit qu'on n'a pas le droit. Avant, Mathieu, tu parlais de la Chine. Il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui explique la corrélation entre la disparition du virus ou le contrôle du virus et la perte de la liberté individuelle. Plus vous augmentez ou plus vous diminuez la liberté individuelle, plus vous avez fort probablement le virus sous contrôle. Plus vous laissez la liberté individuelle prendre le dessus, plus le virus va se propager. Pourquoi c'est la liberté individuelle en général? C'est de ne pas suivre les règles, c'est de se voir en société, c'est de faire en gros ce qu'on veut, pas d'écouter le gouvernement. Alors, je ne dis pas qu'il y en a une qui est juste ou pas juste, mais je dis juste c'est très intéressant de voir, plus on laisse de liberté, plus le virus circule, plus on ferme ses libertés individuelles, plus il contrôle le virus. 1,3 milliard de personnes en Chine, ils ne sont pas en train de mentir sur le taux de virus qu'ils ont. Regardez, le taux de distribution de virus est extrêmement faible. Par contre, à chaque fois qu'un quartier, une petite ville de 10 millions d'habitants, hein, on est bien d'accord, a des cas, ils ferment. Lockdown, 2 semaines, sans discussion. Ils appellent ça des circuit breakers. Nous, on veut fermer une usine, on veut fermer un petit quartier, on va demander à des personnes d'une maison de ne pas sortir, on va en révolution. Donc, en gros, je crois qu'il faut faire très attention à réfléchir au lieu de l'employé. Je crois que le rôle de l'entreprise, ce n'est pas de dire à l'employé si oui ou non il a le droit de communiquer sur s'il a été vacciné ou pas. Le rôle de l'entreprise, c'est de dire à l'employé qu'il n'a pas le droit de communiquer ouvertement au nom de l'entreprise si ce qu'il communique, c'est illégal. On ne va pas communiquer des informations qui sont liées potentiellement à insider trading. Ça, on peut l'imposer. Mais si une personne a envie de dire qu'il a été vacciné ou pas vacciné, pour moi, c'est pas... Mais rappelez-vous le concept de la liberté par rapport à la propagation du virus. Elle est inversement proportionnelle, malheureusement, en tout cas d'après les études que j'ai eues. Je ne sais pas, Philippe, si tu penses autre chose. Ah non, c'est exactement ça. Malheureusement, je vous rappelle que les mesures qui ont été mises en place l'année dernière sont héritées des mesures de quarantaine qui datent du XIIIe siècle. Rien n'a changé depuis la peste noire en termes de mesures pour contrôler la circulation d'un agent infectieux. Alors,
deux commentaires. Je trouverais complètement stupide d'interdire à qui que ce soit de dire je suis vacciné. C'est la liberté de chacun, à condition évidemment qu'il n'y ait pas d'interférence avec les informations relatives à l'entreprise. Deuxièmement, ce qui me revient en tête, c'est que l'Indonésie, quand ils ont commencé leur programme de vaccination, les premières personnes à vacciner ont été les jeunes influenceurs, les personnes qui avaient le plus d'influence, de visibilité sur les réseaux sociaux, tout simplement pour participer à partager des messages qui peuvent être compris par d'autres. Donc, absolument aucun problème à ce que tout à chacun, s'il le souhaite, puisse, dans son cercle familial, auprès de ses collègues, peut-être au-delà, s'il le souhaite, partager son expérience. Parfait, merci. On arrive au terme. Je vais prendre juste une dernière question. Je crois qu'Olivier y a déjà répondu, mais peut-être qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Est-il impossible, pas possible, mais impossible de collecter les certificats Covid des salariés? Alors là, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Alors, ici, on a une difficulté qui est que l'employeur doit prendre des mesures dans un sens, c'est ce qui prévu l'article 328. Dans le même temps, l'employeur doit respecter les principes de protection des données qui sont prévus à l'article 328B du Code des obligations. Donc, on ne peut obtenir des informations médicales sur les collaborateurs qu'avec leur consentement. Donc, la réponse est si l'employeur souhaite constituer une base de données des certificats de vaccination, c'est possible, mais qu'avec le consentement des collaborateurs. Ça a un intérêt pour l'employeur et pour le collaborateur dans la mesure où les collaborateurs vaccinés pourront être affectés à d'autres tâches que des collaborateurs qui ne seraient pas vaccinés. Mais de mon point de vue, sans le consentement des collaborateurs, on ne peut pas établir un tel registre. Par contre, Olivier, le challenge que nous, on a en tant qu'entreprise, c'est quand l'employé est obligé d'être vacciné, il doit nous montrer le papier. Exemple, si un employé doit voyager en international et le pays d'arrivée impose la vaccination, nous, en tant qu'entreprise, c'est comme s'il a un passeport. On ne peut pas le permettre de le laisser monter dans un avion parce que c'est nous qui payons le billet d'avion, c'est nous qui payons la pénalité s'il arrive dans le pays et qu'il a effectivement, il ou elle a menti sur le vaccin. Donc, il y a un certain point, on doit trouver ce juste milieu. C'est-à-dire que si l'employé refuse de se plier à la règle de remettre son certificat, il doit en supporter les conséquences. Et les conséquences, c'est qu'il ne pourra pas voyager. Et s'il ne peut pas voyager, il s'expose aussi à être licencié s'il ne peut pas effectuer son travail. Par contre, je dois quand même rappeler que nous, en tant qu'entreprise, on a une obligation de jouer correctement parce qu'il ne faut pas utiliser ça pour justifier le licenciement d'une personne. J'ai entendu le cas de collègues, pas dans mon entreprise, mais dans d'autres entreprises, en fin de compte, comme tu parlais avant, Olivier, si tu es un YouTuber, un influencer, puis tu es derrière ton ordinateur, il faut aussi être raisonnable. On ne va pas imposer à une personne qui est seule dans son bureau à répondre au téléphone la vaccination, quand en fin de compte, on a des cas beaucoup plus importants à gérer, à savoir des employés qui doivent voyager ou qui doivent aller dans les maisons de soutien pour personnes âgées ou qui doivent aller dans des entreprises qui imposent le vaccin. Ça, c'est ceux-là sur lesquels il faut focuser l'énergie, pas sur les low risk, low probability. Parfait, merci beaucoup. On arrive au terme du format qui nous était proposé. On a beaucoup de questions qui sont arrivées. On a essayé de répondre à un maximum de questions. Les quelques-unes auxquelles on n'a pas répondu, c'est des questions qui étaient un peu plus éloignées, on va dire, de la thématique, qui étaient plus éloignées de la relation entre l'employeur, sa responsabilité vis-à-vis de la vaccination. On était plus sur des questions liées à la vaccination en elle-même, liées à la pathologie. Donc là, malheureusement, je suis désolé pour les personnes qui ont posé ces questions. Le temps qui nous est imparti ne permet pas d'y répondre, mais je les invite à contacter les experts s'il y a encore d'autres questions. Et puis, je suis sûr que nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre. En tout cas, merci infiniment à vous trois. Merci également à International SOLS et à la Chambre de commerce et industrie franco-suisse d'avoir organisé cet événement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Romain ou Cédric, est-ce que l'un de vous souhaite préciser encore quelque chose, annoncer peut-être les prochains rendez-vous qui sont proposés?
Non, écoute, merci beaucoup Mathieu pour cette magistrale modération. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on prend de bonnes habitudes et merci surtout à nos 3 intervenants. Je ne veux pas spécialement annoncer les prochains événements, on a beaucoup de choses à l'agenda, mais j'invite les participants peut-être à consulter le site internet ou la page LinkedIn de la Chambre et là on trouve vraiment toutes les informations. Et encore merci aussi aux participants d'avoir interagi. Je crois que c'était un peu une clé du succès pour ce webinaire. Cédric, je ne sais pas si vous voulez dire encore quelques mots. Rien de plus qu'un grand merci, un vrai plaisir et passionnant. Et merci Mathieu pour avoir modéré ce panel et toute cette expertise sur le plateau.